Depuis 2011, nous n'avons plus d'avertisseurs de radar, mais des avertisseurs de zones de danger. Ça a été une volonté du gouvernement d'empêcher la localisation trop précise des radars, et les dispositifs qui ont été mis en place sont des dispositifs d'avertissement de zones de danger qui correspondent évidemment aux zones de radar, mais pour les villes avec une distance de 400 mètres à peu près par rapport au radar qui couvre en fait cette zone de danger, pour les zones périurbaines 2 km et pour les autoroutes 4 km. C'est-à-dire que concrètement, vous pouvez avoir un radar dans la zone des 4 km et ça correspond à une zone de danger. Aujourd'hui, effectivement, il y a un projet de décret que le ministère de l'Intérieur est en train de finaliser et qui est surtout actuellement à la Commission européenne pour, on va dire, peaufiner ce décret avec une éventuelle application à partir du mois de juillet. La grande modification, c'est qu'il sera prévu que justement les organismes, les fabricants de ces avertisseurs de zones de danger aient l'interdiction de faire fonctionner leur appareil pendant une durée et sur un territoire délimité. Concrètement, ce qui est prévu, c'est que sur une période maximum de 24 heures, les avertisseurs de radar, c'est-à-dire, on les connaît, Coyote, Oise et compagnie, auront l'interdiction d'émettre parce que le ministère de l'Intérieur l'aura décidé de manière ponctuelle. Ça a pour but de, évidemment, éviter le repérage des forces de l'ordre lorsqu'elles ont une opération spéciale. On parle beaucoup des opérations liées au terrorisme et ainsi d'éviter d'alerter les éventuelles personnes visées par ces opérations de la présence policière. Alors la particularité actuelle du projet de décret, c'est qu'elle vise en réalité les GPS et les applications. Or, certains fabricants, comme Coyote, certes ont une application, mais aussi ont un boîtier qui n'est pas ni un GPS ni une application. Donc il faudra voir si ce type de fabricant passe à travers les mailles du filet de ce projet de décret ou si le projet va être de nouveau modifié pour inclure également les fabricants. C'est une sorte de couvre-feu qui serait comme le couvre-feu effectivement décidé en haut lieu donc, par le gouvernement et pour des actions ponctuelles qui surtout ne peuvent pas durer plus de 24 heures sur un territoire limité, pas plus de 20 km. Alors, c'est pas tout à fait ce que les automobilistes craignaient, c'est-à-dire une interdiction, évidemment, d'émettre des informations sur les zones de danger en question à long terme, ce qui priverait d'intérêt d'avoir ce genre de système dans son véhicule. Non, ce serait véritablement pour des opérations limitées. Mais quelles seront les limites de ces opérations en termes d'opportunité, on ne sait pas trop. Est-ce que ce sera effectivement pour des opérations d'envergure antiterroriste ou tout simplement les jours de grande circulation, de grands départs, de grands retours ou plus précisément les jours où le ministère de l'Intérieur aura envie pour telle région, eh bien pourquoi pas de piéger quelque part un peu plus les automobilistes. Tout le problème est ici, c'est le curseur qui sera manié pour justement interdire momentanément les fabricants d'émettre. Et si ces fabricants de boîtiers, notamment d'applications ou de GPS, qui avertissent des zones de danger, ne respectent pas ce que le ministère de l'Intérieur aura ordonné, eh bien, ils encourront des amendes importantes qui les dissuaderont les prochaines fois de ne pas respecter l'ordre du ministère de l'Intérieur. La cartographie des radars fixes, elle est déjà connue de toutes les manières, donc c'est vrai que c'est pas ce qui est visé, parce que ça, on sait que ça ne bouge pas, et donc vraisemblablement les fabricants qui ont déjà enregistré, préenregistré la présence des radars selon une carte de France, chaque fois effectivement revisitée et actualisée, eh bien pourront
très certainement, sans problème, continuer d'indiquer la présence de ces radars, de ces zones de danger entre guillemets, qui restent fixes. Mais le décret, en tout cas la finalité de ce décret et la philosophie serait plus sur des opérations exceptionnelles, lorsque les forces de police se mobilisent très ponctuellement pour une opération grave, importante, un coup de filet, et donc on est plus précisément sur une force policière présente, parce que, et donc forcément des radars qui sont mobiles, parce que ces radars mobiles correspondent évidemment à la présence policière. Soit c'est une présence policière qui a dans son véhicule en mouvement un radar, ou alors c'est les forces de police qui ont installé un radar sur trépied, mais qui lui n'est pas par définition tout le temps présent sur les bords de route. C'est surtout le fait de ne pas laisser une situation perdurer plus de 24 heures qui sera, à mon avis, étudiée par la Commission européenne. Parce que ça aurait vocation à s'appliquer aussi dans toute l'Europe, dans une cohésion de lutte antiterroriste dans toute l'Europe. Alors forcément, quand on est sur des atteintes à l'information, et quelque part une forme d'atteinte aux libertés, sont des actes assez graves que le gouvernement doit prendre, ou la préfecture, de manière motivée, et pour une période de 24 heures. Pourquoi pas effectivement plusieurs périodes de 24 heures qui se suivent, mais dans ce cas-là, à chaque fois, avec toujours un acte qui le décide auparavant. N'oublions pas que ces avertisseurs de zones de danger ne font pas que ça, alertent effectivement non seulement la présence des radars, on le sait, sur des grandes distances, ce qui implique aussi que certains conducteurs ont quand même une conduite beaucoup plus mesurée parce que justement les distances couvertes sont assez étendues, mais ils alertent aussi sur la présence de piétons sur le bord de route, sur un véhicule qui peut être arrêté, sur des bouchons. C'est quelque chose qui maintenant est une aide à la conduite et à la sécurité manifeste. En tout cas, on ne sait pas combien d'accidents ont pu être évités parce que les automobilistes ont été alertés de dangers spécifiques, puisque par définition les accidents n'ont pas eu lieu, mais je n'ai pas eu moi en retour d'accidents liés au fait que les gens, grâce à ces appareils, contournaient la problématique des limites de vitesse. Ce que l'on peut voir, c'est que depuis malheureusement 2-3 ans, les chiffres de la mortalité sont repartis à la hausse. Et c'est la problématique qui se pose à chaque fois que l'on serre au niveau des contrôles, qu'on les multiplie. Au bout d'un moment, ça fonctionne parce que effectivement les gens font beaucoup plus attention, mais il y a un effet d'habitude qui fait que malheureusement, et c'est assez humain, les automobilistes ont compris qu'il y avait du danger, mais ont intégré la donnée et se relâchent. Alors, soit la solution nouvelle, c'est encore de serrer davantage, mais à un moment donné, il y a des limites également au nombre de radars implantés, au nombre de contrôles, parce que notamment le traitement de ces procès-verbaux, le traitement des interpellations mobilise beaucoup de forces de l'ordre. Et la deuxième problématique, c'est que si vous estimez plus cohérent de relâcher un petit peu la tension qu'on a sur les automobilistes et donc la répression, eh bien ça impliquerait également une forte hausse des accidents parce que les gens, une fois que vous desserrez la pression, eh bien de nouveau auront l'impression d'être beaucoup plus libres et de pouvoir commettre des infractions. La vraie possibilité, à mon avis, d'améliorer les choses, et il suffit de regarder pas loin, hein, c'est déjà les radars tronçons sur de longues distances. Quand on traverse l'Italie, par exemple, d'est en ouest, on peut passer 30 à 40 km de radar tronçon de suite, 5-6 km sans radar tronçon, et de nouveau plusieurs dizaines de kilomètres de radar tronçon. Les radars tronçons, c'est l'obligation d'avoir une moyenne limitée, et là, ça vaut tous les radars du monde, parce que de toute façon, à moins d'avoir une conduite automobile totalement erratique, d'aller à 200 km/h, puis ensuite moduler à 50 au lieu de 130,
Voilà, c'est ce genre de contrôle intelligent, certes qui doit rapporter beaucoup moins d'argent, parce que qui ne piège pas l'automobiliste, est en tout cas beaucoup plus efficace. Et puis après, le nouveau gouvernement est un gouvernement tourné vers l'avenir et les nouvelles technologies, on l'a déjà vu de par les discours du président de la République. Eh bien, l'aide technologique viendra sauver sur ce point également les automobilistes, parce que les véhicules, plus ils sont récents, plus ils ont des assistances contre les accidents de la route, contre la prévention des accidents, contre les comportements qui ne respectent pas le code de la route, en ce sens où ils sont capables désormais d'alerter le conducteur, voire de prendre la place du conducteur pour éviter une collision, pour éviter d'avoir un mouvement de volant qui n'est pas approprié, pour éviter de doubler une voiture alors qu'une autre voiture est en train de vous doubler vous-même, mais que vous ne l'avez pas vu. Ou également des systèmes d'alerte, notamment sur la pression pneumatique, sur le fait que vous avez un feu qui ne fonctionne plus et que vous n'auriez pas remarqué autrement. Donc, de manière totalement logique et liée à l'évolution technologique, il y aura véritablement un bond au niveau de la sécurité routière qui ne peut être qu'avéré, puisque le facteur humain va être de plus en plus mis de côté au profit des robots, des puces électroniques, des nouveaux véhicules. Alors peut-être que la nouvelle orientation, ce serait de favoriser encore davantage l'achat de véhicules neufs à haute technologie et aussi faiblement polluants, qui pourraient permettre par ces fameuses nouvelles technologies de prendre le relais des conducteurs qui restent humains et donc faillibles comme des humains.